Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à notre première pause gagnante de l'année 2021. Nous sommes heureux de vous retrouver après cette période bousculée, même si le format est un petit peu inhabituel puisque nous avons opté pour partager ce sujet avec vous via la visioconférence. Nous voilà donc en fait spectateurs d'un vrai faux échange entre un chef d'entreprise et sa conseillère en droit social. Je vous présente donc notre binôme de choc de ce jour, que normalement vous voyez. Nathalie Monteau, qui est experte du sujet de l'intéressement et conseillère en droit social, et Nicolas Berger, responsable d'équipe Paye, qui a pris ce soir la casquette du chef d'entreprise. Suite au développement de ses activités, Nicolas, dirigeant d'une entreprise agricole et aussi d'une autre entreprise dans le bâtiment, vient d'embaucher de nouveaux salariés. Il souhaite les fidéliser tout en les impliquant dans la réussite de ses entreprises. Il interroge donc sa conseillère en droit social pour connaître les principes de fonctionnement de l'intéressement, ainsi que les avantages et limites du dispositif. Je les remercie par avance et vous rappelle qu'ils seront à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations après leur intervention. Je vous laisse la parole. Bonjour Nathalie, merci de me recevoir. Je souhaitais vous rencontrer car j'ai un collègue dans le BTP qui m'a parlé des accords d'intéressement. Il l'a mis en place pour lui-même et il estime qu'il est gagnant financièrement. J'aimerais donc en savoir plus. Pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste un accord d'intéressement? Bonjour Nicolas. Donc effectivement, l'accord d'intéressement est un complément de salaire qui est attribué à vos salariés selon les résultats réalisés par vos entreprises. Il va se traduire par le versement de primes aux salariés en fonction de l'atteinte des objectifs ou des performances définies à partir de critères précis. Donc le dispositif de l'intéressement est un dispositif totalement facultatif, collectif et aléatoire. Ce système de rémunération complémentaire facultatif peut être mis en place par toutes les entreprises, indépendamment de leur taille, de leur effectif ou de leur statut juridique. Alors justement, comme vous l'avez compris, j'ai deux structures. Si je veux mettre un accord en place dans ces deux structures, je dois en faire un pour chaque structure. Tout à fait. Avec deux structures, vous êtes bien obligé, si vous voulez mettre en place l'intéressement dans chacune, de conclure deux accords d'intéressement. Donc chaque accord pourra prévoir une formule d'intéressement différente selon les objectifs que vous recherchez. D'accord. Si je souhaite que seulement certains salariés bénéficient de l'intéressement et pas d'autres, est-ce que j'ai cette possibilité? Alors, l'intéressement doit bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Alors, toutefois, on peut prévoir une condition d'ancienneté qui peut être exigée pour bénéficier effectivement de la prime d'intéressement, mais elle ne peut être supérieure à 3 mois. Prévoir cette condition d'ancienneté peut avoir un intérêt, surtout si vous avez recours à de la main-d'œuvre saisonnière. Je pense notamment pour votre activité agricole ou à des CDD courts de moins de 3 mois. Très bien. Et pour moi-même, en tant que chef d'entreprise, est-ce que je peux en bénéficier aussi? Oui, bien entendu. Dans les entreprises de moins de 250 salariés, le chef d'entreprise peut effectivement bénéficier de l'intéressement. Alors, j'attire toutefois votre attention sur le formalisme. Effectivement, pour que vous puissiez en bénéficier, il faut que cela soit expressément prévu dans l'accord d'intéressement. Du coup, dans chaque accord d'intéressement, puisque vous avez deux entreprises, rappelons-le. Et donc, effectivement, si vous concluez un accord dans chacune de vos entreprises, vous pourrez en bénéficier sur chacune d'elles. D'accord, merci. Avec un accord d'intéressement, est-ce que je peux finalement utiliser l'intéressement comme une prime que j'aurais définie à l'avance ou remplacer une partie du montant fixe du salaire habituel? Alors, comme je vous l'ai indiqué effectivement au début de nos échanges, l'intéressement doit avoir un caractère aléatoire. C'est-à-dire que la formule retenue pour le calcul de l'intéressement ne peut aboutir à un versement annuel systématique de la prime d'intéressement. Il est aussi nécessaire de garder à l'esprit que l'intéressement ne peut pas se substituer à un élément de rémunération. Du coup, si vous souhaitez remplacer un élément de rémunération comme une prime de bilan, par exemple, par de l'intéressement, il faudra respecter un délai de 12 mois entre le dernier versement de l'élément de rémunération que vous souhaitez supprimer et la date de l'accord. Très bien.
Très bien. Si on met en place un tel accord et que finalement, au bout d'un an, j'estime que je n'ai pas eu l'impact escompté, est-ce que je peux revenir dessus, décider de l'arrêter sans problème? Alors, un accord d'intéressement est conclu pour une durée traditionnellement de 3 ans, pardon, et il peut être reconductible par tacite reconduction. Alors, depuis décembre 2020, il est également possible de conclure des accords d'intéressement pour une durée comprise entre 1 et 3 ans. La modification d'un accord d'intéressement ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'ensemble des signataires. L'avenant de révision doit alors être conclu et déposé selon les mêmes formalités et délais que l'accord initial lui-même. Et l'accord d'intéressement, dans tous les cas, devra conserver son caractère aléatoire. Si vous ne souhaitez pas le modifier, mais que vous souhaitez le dénoncer, il faudra que l'accord d'intéressement soit dénoncé par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion. Cette dénonciation doit être notifiée à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc, on parle là de l'ancien nom de l'inspection du travail dans un délai de 15 jours. Très bien. Je pense que j'ai bien saisi les grands principes, hein, ça me paraît clair. Mais finalement, ça m'apporte quoi l'intéressement et à mes salariés? Alors, pour les salariés, les sommes reçues au titre de l'intéressement sont exonérées de cotisations sociales, à l'exception toutefois de la CSG et de la CRDS. Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu si elles sont perçues immédiatement. Par contre, si elles sont investies dans le cadre d'un plan d'épargne salariale, elles vont être exonérées d'impôt dans une certaine limite, dans la limite d'environ 31 000 € en 2021. De plus, pour les entreprises de moins de 250 salariés, comme les vôtres, vous avez effectivement la suppression du forfait social. Donc l'intéressement peut donc être ainsi utilisé comme un outil d'optimisation financière. Là, le but unique étant effectivement de favoriser les salariés en réduisant le coût des charges sociales. Alors, je rebondis sur ce que vous disiez, vous parliez justement de plan d'épargne. De quoi s'agit-il? Alors, le plan d'épargne peut être effectivement un dispositif que l'on couple à l'accord d'intéressement. Et donc, le plan d'épargne entreprise ou PE est un dispositif collectif d'épargne qui permet aux salariés et aux dirigeants dans les petites entreprises d'acquérir des valeurs mobilières avec l'aide de l'entreprise. Donc, les salariés et les entreprises peuvent effectuer des versements sur le PE. Les sommes seront indisponibles pendant au moins 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé exceptionnel. Le PE peut être mis en place au niveau de plusieurs entreprises n'appartenant pas au même groupe. Concrètement, on parlera alors plus de plan d'épargne interentreprise. C'est ce qu'on rencontre plus fréquemment. Très bien. Finalement, comment je peux définir le montant de l'intéressement pour chacun de mes salariés? Alors, le critère de déclenchement d'un versement varie selon les entreprises et il peut être lié au chiffre d'affaires, aux résultats d'exploitation ou à des objectifs qualitatifs. À titre d'exemple, on peut avoir une formule d'intéressement correspondant à X% du résultat d'exploitation ou prévoir une autre formule d'intéressement qui s'appuie sur la variation de la valeur ajoutée. Et par exemple, prévoir que si la valeur ajoutée varie de plus 1%, l'intéressement sera égal à 1% de la masse salariale, et que si la valeur ajoutée varie de plus 2%, l'intéressement sera égal à 1,5% de la masse salariale. Et tout cela peut être adapté dans l'accord. La formule de calcul est ainsi liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une année ou d'une période d'une durée inférieure. En aucun cas, l'intéressement ne saurait être fondé sur la performance individuelle de vos salariés. Ensuite, une fois qu'on connaît l'enveloppe de l'intéressement, en application de la formule mentionnée par l'accord lui-même, les modalités de répartition d'intéressement sont également déterminées par l'accord. Et donc, on peut prévoir une répartition uniforme, c'est-à-dire la même somme pour tout le monde, une répartition qui sera proportionnelle au salaire, une répartition qui sera proportionnelle au temps de présence, ou encore combiner plusieurs de ces critères, et donc avoir une répartition, par exemple, qui s'appuie sur le salaire et sur le temps de présence dans l'entreprise. D'accord, j'en conclus que finalement, dans les modalités de calcul de la prime d'intéressement, on a pas mal de latitude. On peut faire beaucoup de choix et varier un petit peu comme on en a envie. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure.
On parlait de moi, mais mon épouse est salariée d'une de mes structures. Est-ce qu'elle peut en bénéficier aussi? Oui, tout à fait. Votre épouse, effectivement, a la qualité de salarié. Son contrat de travail a été reconnu par le Pôle emploi et à ce titre, elle peut tout à fait bénéficier de l'intéressement. Les conjoints qui ont aussi le statut de conjoint collaborateur peuvent également bénéficier. Très bien. Alors, si j'ai bien compris, pour résumer un petit peu ce qu'on vient de se dire, on ne peut pas vraiment décider de ce qu'on verse ni à qui. Oui, c'est effectivement un frein que l'on constate sur le terrain, le caractère collectif de l'intéressement. On ne peut pas évincer un salarié de l'accord d'intéressement. Et il n'y a pas de réel moyen de lutter contre le caractère collectif de l'intéressement. Tout le monde sera concerné. On peut cependant décider finalement d'un versement proportionnel à la rémunération, par exemple. Et si une année, je constate que l'entreprise ne va pas très bien, on a passé une mauvaise année, je veux préserver ma trésorerie, est-ce que je peux me passer de verser l'intéressement? Alors, si la formule de calcul a joué, on ne peut pas se soustraire au versement de la prime d'intéressement. Vous devrez donc la verser. À l'inverse, si la formule de calcul a abouti à un montant d'intéressement faible, le supplément d'intéressement permet alors de maîtriser le montant que l'on souhaite distribuer aux salariés et ainsi de préserver sa trésorerie. Effectivement, avec le supplément d'intéressement, vous pouvez décider vous-même d'allouer une enveloppe supplémentaire à la somme résultant de l'application de la formule de calcul qui était prévue par le contrat d'intéressement initial. Finalement, avec ce dispositif de supplément d'intéressement, vous allez aboutir à un système que l'on commence à connaître qui équivaut à la prime Macron. D'accord. Alors, tout me semble assez clair, effectivement, mais vous nous connaissez. Un exemple chiffré pourrait peut-être nous aider. Est-ce que vous avez un exemple? Ah oui, tout à fait. Le tableau qui va s'apparaître sur votre écran permet effectivement de comparer entre le versement d'une prime dite classique et le versement d'une prime d'intéressement pour un budget équivalent de 1 000 €. Donc on observe effectivement que lorsque le salarié reçoit une prime dite classique de 1 000 €, prime qui sera mentionnée en haut de bulletin et donc soumise à cotisation sociale, il va en percevoir réellement que 750 €. À cela, on va ajouter effectivement sa part d'impôt sur le revenu. Là, dans l'exemple, j'ai pris 7% et le salarié ne va réellement percevoir que 697 €. L'entreprise, quant à elle, dans cet exemple-là, avec une prime classique, on voit le coût total de cette prime passer à 1 430 €. Quand on parle de coût total, on parle donc du salaire brut et des cotisations patronales. En comparaison, une prime d'intéressement de 1 000 € se verra, elle, comme on a dit tout à l'heure, imputée de la CSG et de la CRDS. Le salarié percevra donc environ 903 €. Et si cette prime est placée sur un PE, comme on l'a abordé tout à l'heure également, le salarié donc sera exonéré d'impôt sur le revenu et il pourra donc prétendre au même montant, à ces fameux 903 €. À défaut, s'il souhaite en bénéficier tout de suite, il devra s'acquitter de l'impôt, selon effectivement sa tranche d'imposition. Donc on constate bien un double avantage. Pour le salarié, c'est évidemment un gain d'efficacité de la prime d'intéressement bien plus important. Et pour l'entreprise, c'est également une enveloppe budgétaire totalement maîtrisée, puisque là, dans le cadre de l'intéressement, on ne dépasse pas le budget de 1 000 €. Est-ce que l'accord d'intéressement peut me présenter d'autres intérêts? Oui, effectivement, l'intéressement a effectivement un aspect, on va dire purement économique, mais il serait effectivement bien dommage de s'arrêter à ce seul intérêt. On peut effectivement utiliser l'intéressement comme un outil management. On va alors passer de l'intéressement au résultat à l'intéressement aux performances collectives. Et le montant de l'intéressement sera alors fonction de critères qualitatifs, mesurables et impactables par le travail des salariés. L'attribution d'un intéressement peut ainsi être calculée sur l'atteinte d'objectifs de qualité, de sécurité, de satisfaction de la clientèle ou encore sur l'atteinte d'objectifs d'amélioration de la productivité, par exemple. Dans tous les cas, il faudra que les paramètres de mesure de la performance soient objectifs, quantifiables et vérifiables, bien sûr, pour éviter tout contentieux. D'accord, c'est intéressant. Donc on va pouvoir fixer des objectifs qui vont impacter directement l'accord d'intéressement finalement. Mais j'ai un petit peu de mal à me projeter dans mes domaines d'activité, donc l'agriculture et le BTP.
quels seraient des objectifs potentiels à fixer à mes salariés, si vous avez des exemples? Eh bien, tout à fait, Nicolas. Par exemple, pour votre entreprise agricole, on pourrait envisager une formule de calcul de l'intéressement qui serait liée à l'amélioration de la qualité du lait, par exemple. Et pour votre entreprise relevant du secteur du bâtiment, on pourrait envisager un intéressement aux résultats et aux performances avec l'incitation pour vos salariés à la diminution des coûts liés au remplacement et à la réparation des matériels et de l'outillage. D'accord. Et pour continuer sur ces objectifs, finalement, quelle périodicité dois-je prévoir pour le contrôle de ces objectifs? On est sur des objectifs à l'année, au mois? Alors, quand on est sur un intéressement effectivement lié aux performances collectives, l'accord d'intéressement peut prévoir une période de calcul inférieure à l'année, sans pour autant être inférieure au trimestre, pour garder l'aléa. Cette périodicité s'adapte beaucoup mieux à ce type d'intéressement, puisqu'elle va vous permettre un meilleur suivi et un suivi plus régulier avec vos salariés. D'accord. Merci beaucoup Nathalie, vous m'avez parfaitement éclairé. Je visualise mieux en quoi consiste l'accord d'intéressement. Finalement, je comprends mieux pourquoi mon collègue me disait que ne pas mettre en place un accord d'intéressement, c'était vraiment passer à côté d'une belle opportunité d'améliorer la gestion de mon entreprise et de mes salariés. Ce dispositif me permet de fidéliser et motiver les salariés tout en m'adaptant à un contexte mouvant, incertain, donc c'est vraiment intéressant. Pour finir, si je suis partant, quel délai et quelle procédure doit-on mettre en place? Alors, comme votre entreprise compte moins de 11 salariés, qu'elle n'est pas dotée de délégué syndical et que c'est bien la première fois que vous mettez en place un accord d'intéressement, vous pouvez décider de passer l'accord d'intéressement par décision unilatérale. Toutefois, vous pouvez aussi décider de mettre en place l'accord d'intéressement via un accord d'entreprise et cet accord d'entreprise sera alors ratifié par référendum à la majorité des 2/3 de votre personnel. Dans tous les cas, pour ouvrir droit aux exonérations sociales, l'accord d'intéressement doit respecter un calendrier concernant sa conclusion et son dépôt auprès de la DRETS, la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, donc l'inspection du travail dont on a parlé tout à l'heure. L'accord d'intéressement peut être conclu à tout moment de l'année si on est sûr et certain qu'à sa date, on garde le caractère aléatoire. En tout état de cause, l'accord d'intéressement devra être conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet, que l'accord retienne une période de calcul annuelle ou infra-annuelle. Ainsi, à titre d'exemple, si on prend un accord que l'on souhaite prendre effet effectivement au 1er janvier, l'accord devra être conclu avant le 1er juillet dans le cas d'une période annuelle et avant le 1er avril pour une période de calcul au semestre. D'accord, très bien. Je pense que j'ai pas mal d'éléments pour réfléchir, donc je vais réfléchir à tout ça. Je vais en échanger un petit peu avec mon épouse et je pense que je vous recontacterai du coup très bientôt. Merci Nicolas. À bientôt, n'hésitez pas.